Bonjour à tous, il est 15h, bienvenue sur le MAC de l'UCP, au programme de votre émission L'Actu Société avec Samira Chabi. Elle vous parlera de la manifestation anti-Éric Zemmour devant CNews. Une ancienne députée devenue anarchiste, c'est le livre d'Isabelle Attard que Pierre Coquet vous présentera. On pourra la qualifier de culottée. C'est aussi le nom d'une mini-série qui débarque sur France 5 avec la mission de présenter 30 femmes qui ont marqué l'histoire. Vous découvrirez cela avec Floriane Padour. Mais tout de suite, l'actualité politique avec à la une. Dimanche dernier, la fameuse marche contre l'islamophobie se tenait. Une marche qui a suscité beaucoup de craintes dans la sphère politique. Elle a pourtant eu le mérite de se dérouler dans le calme et surtout de clarifier la situation politique de chacun. Reportage de Pierre Marchadour. Stop à l'islamophobie. C'est le cri du cœur entonné par 13 000 manifestants lors de la marche contre l'islamophobie ce dimanche 10 novembre. Un appel sincère qui a toutefois créé la polémique. Parmi les organisateurs, le collectif Justice pour Adama, des partis politiques comme le NPA ou Lutte ouvrière, mais surtout le CCIF, réputé proche des frères musulmans. Marwan Mohamed, son ancien directeur exécutif, aux côtés de Taha Bouaf, ont fait chanter la foule. Un court instant qui a pourtant déchaîné les réseaux sociaux. Des manifestants novices, présents uniquement pour cette occasion, n'ont eux pas souhaité revenir sur cet épisode, se concentrant sur l'objet de la marche. Parce que je défends la cause des musulmans, des femmes musulmanes. Ma mère elle est voilée et je trouve que c'est inacceptable qu'il y a certaines personnes qui ont cette haine et qui est un peu défendue par certains hommes politiques. Et voilà, c'est pour montrer que nous aussi on est là. Déjà, c'est pour défendre nos droits parce que je trouve que la France quand même, comme on le dit, c'est la liberté, l'égalité, la fraternité, sauf qu'en ce moment, c'est pas du tout le cas. Côté politique, les partis présents préfèrent également éviter la polémique, ce que confirme Yann Brossa, porte-parole du Parti communiste. Le CCIF se mobilise contre les actes anti-musulmans. Et par ailleurs, j'ai participé aux mobilisations pour défendre Charlie Hebdo après les attentats dont il a été victime. Et dans les manifestations pour Charlie Hebdo, il y avait des dictateurs qui étaient présents. Ça ne m'a pas empêché de manifester et j'ai eu raison de manifester à ce moment-là. Une manifestation, c'est pas le bal de l'ambassadeur, c'est pas sur invitation. Malgré son ambiance joyeuse et son ambition, la marche est devenue un nouveau vecteur de tension 2 mois après l'ouverture du débat sur l'immigration voulu par le gouvernement. On ne peut pas dire que l'ambiance s'apaisera, puisque des personnalités politiques comme Rachid Temal, sénateur PS, ont souhaité voir une grande manifestation pour la République et la laïcité. Pierre Marchadour, bonjour. Bonjour. Vous étiez sur place. Dans quelle ambiance s'est déroulée la manifestation ? Alors oui, effectivement, j'étais sur place et la première chose qu'il faut savoir, c'est que cette manifestation se déroulait sur un parcours de 4,8 km, donc entre Gare du Nord et Nation. Et sur ces 4,8 km, on a remarqué qu'il y avait une ambiance joyeuse, presque festive, que même des habitants dont les appartements se situaient sur le parcours sont venus sur leur balcon, donc pour suivre les chants lancés par Taha Bouaf. Donc vraiment une ambiance sans heure, de 13h à 18h, heure à laquelle la manifestation, la mobilisation s'est terminée. Donc finalement, les seuls problèmes qu'a rencontré la manifestation, c'est son prélude et son épilogue. Donc son épilogue dans les réactions politiques et les réactions sur les réseaux sociaux, notamment donc à propos du fameux Allahu Akbar lancé par Marwan Mohamed, ou encore la fameuse petite fille qui avait une étoile jaune accrochée sur son menton. Ouais. Cette manifestation a fait polémique à droite comme à gauche. C'était une manifestation contre l'islamophobie ou une manifestation de l'islam politique ? Eh bien, en réalité, tout dépend du point de vue que l'on adopte. La droite et l'extrême droite pensent que c'est une manifestation de l'islam politique, Bruno Retailleau, que ce soit Bruno Retailleau ou Marine Le Pen, donc disent que c'est une manifestation organisée par des islamistes. Le président des sénateurs LR allant jusqu'à évoquer le déshonneur d'élus politiques présents à la manif. Même son de cloche du côté du gouvernement, le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer a dénoncé, je cite, « C'est une façon de lutter contre la laïcité en utilisant des arguments qui ne valent pas ».
Mais c'est à gauche que la situation est beaucoup plus trouble. On voit bien que le sujet est tabou parce qu'elle est le marqueur de la désunion de la gauche. Donc si le NPA et Lutte ouvrière ont répondu à l'appel, les rangs sont beaucoup plus clairsemés chez la France insoumise. Adrien Quatennens et François Ruffin ont boycotté la manifestation, le député d'Amiens préférant participer à un match de foot que de se rendre à cette manifestation. Jean-Luc Mélenchon et Daniel Obono étaient quant à eux présents. Chez Europe Écologie Les Verts ou le PS, on adopte la même posture, c'est-à-dire celle de préférer ne pas se rendre à la manifestation, assumant ne pas se reconnaître dans ces mots d'ordre qui présentent les lois laïques en vigueur comme liberticides. Donc, dans le fond, pourquoi cela bloque toujours entre les gauches ? Tout simplement sur leur vision qu'ils ont de la laïcité. Les plus modérés la considèrent comme un principe moral, transcendant, assurant les droits civiques de chacun. Et d'autres la considèrent comme un droit à part entière, celui de ne pas critiquer l'islam, et donc ôter cette atmosphère qu'ils jugent islamophobe. Donc petit rappel tout de même, donc l'article 1er de la loi de séparation de l'Église et de l'État de 1905, la République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes. Une définition donc assez large et qui peut être facilement soumise à l'interprétation de chacun. Et c'est justement ces interprétations qui fracturent et se confrontent la gauche. Après la contestation, place à la commémoration. 58 ans après le massacre d'Algériens à Paris, la bataille pour la mémoire continue. Jeudi dernier, un rassemblement était organisé par plusieurs associations, Pont-Saint-Michel dans la capitale. Un hommage aux victimes du 17 octobre 1961. 200 à 300 personnes avaient été tuées par la police française lors d'une manifestation organisée par la Fédération de France du FLN. Les jeunes, qui n'ont pourtant ni connu la guerre d'Algérie, ni ce massacre, étaient venus nombreux. Juliette Thévenot. Des drapeaux algériens et pancartes où l'on peut lire le slogan « 2019, silence complice » flottait dans l'air Pont-Saint-Michel jeudi dernier. Des centaines de personnes se sont réunies sur ce lieu emblématique de la répression de 1961 où des dizaines d'Algériens ont été jetés dans la Seine. Né en France de parents algériens, petit enfant d'immigrés ou résident algérien en France, les jeunes sont unanimes. C'était important pour eux d'être présents, de se souvenir de ce drame et de connaître l'histoire de l'Algérie. Pour Sarah, étudiante de 23 ans ayant la double nationalité, assister à ce rassemblement, c'était plus qu'un devoir de mémoire, c'était un devoir de reconnaissance et de justice. Ça fait aussi partie de l'espèce de trauma colonial qui est un héritage. On va vivre avec ça toute notre vie en fait. On nous a enlevé nos droits. On a toujours cherché à faire taire le peuple algérien. Le devoir de mémoire n'a pas été fait par la France. Il y aura toujours ce manque de reconnaissance des crimes qui ont été faits. C'est important aujourd'hui de continuer la lutte. 58 ans après cette mobilisation contre un couvre-feu raciste, certains jeunes issus de l'immigration ressentent toujours une répression. C'est le cas de Lilia, 22 ans, membre de l'association 93 au cœur de la République, une association qui se bat contre les discriminations. Il y a toujours ce côté un peu de discrimination que je ressens. Dans le monde professionnel par exemple, où j'ai dû ne pas dire que j'étais de telle ou telle origine, de peur de me faire massacrer au travail ou de me faire refouler totalement. C'est devenu un peu une honte entre guillemets de dire qu'on est de telle ou telle origine, surtout algérienne, de par l'histoire de la guerre. Je trouve ça un peu triste qu'aujourd'hui notre génération, on va dire, paye encore ses erreurs du passé. La reconnaissance de ce crime odieux. Et la reconnaissance n'est pas la repentance. La reconnaissance, c'est parce que les vrais responsables sont les hommes d'État. Quelques heures avant le rassemblement, dans la matinée, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a inauguré une stèle en acier sur ce pont Saint-Michel pour rendre hommage à ceux qui ont péri le 17 octobre 1961, un signe de mémoire et de reconnaissance salué par les manifestants. Juliette Thévenot, bonjour. Bonjour. Donc Juliette, vous étiez sur place, on a senti que certains jeunes faisaient le rapprochement avec le climat actuel. Est-ce qu'il y a une crainte de nouvelles répressions ? Effectivement, les jeunes que j'ai rencontrés sur place ont fait le parallèle avec ce qui se passait il y a 58 ans et aujourd'hui, notamment comme les personnes que vous avez entendues dans le reportage. Lilia, la jeune de 23 ans, dit qu'il y a beaucoup de contrôles aux faciès, qu'elle a subi elle a vu beaucoup des membres de son entourage avoir des contrôles aux faciès. Elle estime qu'elle est chanceuse car elle n'a pas une tête d'arabe, donc elle est assez tranquille à ce niveau-là. Mais oui, effectivement, elle parlait de ses stages, qu'elle évite de dire qu'elle est d'origine algérienne.
Sarah, l'autre jeune du reportage, elle m'a parlé des critiques, notamment à chaque célébration des Algériens, notamment au foot, que du coup, à chaque fois, elle en avait marre que l'extrême droite s'empare des célébrations des Algériens en disant qu'ils sont plus contents quand c'est les Algériens qui gagnent que quand c'est la France. Donc oui, effectivement, c'est pour ça aussi que ces jeunes étaient mobilisés le 17 octobre dernier, parce que pour eux, voilà... la guerre d'Algérie s'est passée il y a 58 ans, mais aujourd'hui, ils ressentent encore ce mépris de leur civilisation. Alors François Hollande a reconnu au nom de la République cette sanglante répression. Ça ne suffit pas pour les manifestants ? Non, justement, effectivement, le 17 octobre 2012, François Hollande a dit que la République reconnaissait avec lucidité la répression sanglante de la manifestation des Algériens le 17 octobre 1961, mais a reconnu juste la répression. Et ce que les manifestants attendent, c'est que la France reconnaisse la responsabilité de l'État à l'époque. Voilà, que les manifestants veulent que la France reconnaisse ouvertement que la police et la police française, la France, est responsable de ces centaines de morts. D'accord. On a surtout entendu des jeunes dans votre reportage. Est-ce qu'il y avait des personnes plus âgées qui ont peut-être connu cette manifestation ? Effectivement, il y avait beaucoup de jeunes, il y avait des familles aussi, mais c'est vrai qu'il y avait notamment, surtout des personnes âgées, donc ceux qui ont connu la guerre d'Algérie et ceux qui ont même manifesté en 1961, et des personnes qui ont perdu des proches aussi pendant la manifestation de 61. J'ai d'ailleurs rencontré un homme de 60 ans qui était de la famille de Fatima Bédar. C'est en fait une jeune collégienne qui a été jetée dans la Seine en 1961. Donc ce monsieur avait une pancarte et des photos de cette parente et qui se battait justement pour reconnaître qu'elle a été tuée par la police française. Donc oui, justement, à la fin de la commémoration, il y a eu beaucoup de jets de roses dans la Seine en hommage à ces personnes qui ont été jetées injustement dans la Seine par la police française. Merci Juliette Thévenot. Une question que se posent sûrement ces manifestants, l'acte 2 du quinquennat est-il en train de prendre un tournant régalien ? C'est en tout cas ce que laisse entendre le gouvernement. Hier, Édouard Philippe a lancé un débat sur l'immigration à l'Assemblée nationale, un thème auquel la majorité ne voulait pas se frotter jusque-là. Reportage de Samira Chabi. Emmanuel Macron a tenu à ce que le sujet soit mis sur la table. L'immigration s'invite aux discussions à l'Assemblée nationale. Le sujet est, on le sait, explosif pour la majorité. C'est Édouard Philippe qui a donné le coup d'envoi du débat à l'Assemblée hier. Le Premier ministre a défendu une politique migratoire sans coup de menton ni naïveté. Qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Nous avons posé la question à Gaspard Ganzer, ancien conseiller en communication de François Hollande. Il n'est pas évident de comprendre directement ce qu'a voulu dire le Premier ministre, mais on voit bien qu'il a voulu tenir les deux bouts d'un même fil oratoire avec cette expression. La politique migratoire nécessite tant de nuances et de retenue que de fermeté. Et donc il a voulu pratiquer une forme d'en même temps langagé qui est plus ou moins efficace à l'oral parce qu'on ne manie pas l'oxymore si facilement que ça en politique, notamment sur ce sujet difficile. Il est pas possible d'être ferme et souple à la fois quand on parle de politique migratoire, mais c'est pourtant ce qu'il a essayé de faire en matière de communication. Je pense qu'il est peut-être louable de chercher à l'appliquer, mais en pratique, il ne l'est pas vraiment. Donc, malgré les efforts du Premier ministre pour essayer de synthétiser des propositions contradictoires, je pense que c'est inopérant en la matière. Du en même temps macronien donc, il s'agirait d'allier humanisme et fermeté. Une position d'équilibriste qui ne convainc pas Juliette Delaplace, chargée de projet au Secours catholique. La politique migratoire de la France, elle est complexe, donc c'est difficile de répondre de manière unilatérale, mais quand même ce qu'on peut dire, c'est que c'est une politique qui, que ce soit au niveau national ou même au niveau européen, c'est une politique qui est très dure vis-à-vis des personnes migrantes, contrairement à ce que les discours qui humanité et fermeté sembleraient dire. En fait, pour le moment, nous, en tant qu'acteurs associatifs engagés quotidiennement auprès des personnes étrangères, ce qu'on constate, c'est que pour le moment, on ne voit que le pendant fermeté de cette politique migratoire. Le débat sur l'immigration n'a pas fini d'agiter la classe politique. Instaurer des quotas d'immigrés professionnels en fonction des besoins de travail,
C'est la nouvelle composante envisagée par l'exécutif pour sa politique migratoire. Sur les quotas pour l'immigration économique, la droite salue mais attend désormais des actes, tandis que la gauche regrette une stigmatisation des demandeurs d'asile. La présidente du Rassemblement national a, elle, dénoncé un enfumage généralisé. Samira Chabi, bonjour. Bonjour. Vous avez réalisé ce reportage. On a entendu cette personne qui travaille pour les secours catholiques. Que demande-t-elle concrètement ? Alors elle a une position assez hostile à l'égard de la politique migratoire qui est menée par le gouvernement Macron. Elle, globalement, ce qu'elle demande, c'est moins de répression policière, des délais administratifs qui soient un peu moins longs pour les dépôts de demande d'asile. Mettre fin en fait à cette cacophonie administrative, plus d'accompagnement, parce que souvent les migrants quand ils arrivent, ils sont en déshérence. On a vu, on connaît bien le campement à Porte de la Chapelle, et puis surtout des conditions d'accueil beaucoup plus dignes. Après les mesures sociales dues aux Gilets jaunes, est-ce que c'est le début d'un tournant social à droite pour le quinquennat ? Alors, je me refuse de croire que le thème de l'immigration soit un thème qui soit réservé au terrain de la droite. Mais c'est vrai que Emmanuel Macron n'a pas évoqué ces questions-là pendant sa campagne présidentielle, ou très très peu. Il est resté assez allusif. Lors du grand débat national également. Et donc là, il le fait. Donc moi, je pense que la droite et l'extrême droite n'ont pas le monopole de ce sujet-là. Et donc il le fait et c'est une bonne chose. Merci Samira Chabi. Tout de suite, un ancien conseiller en communication de François Hollande qui connaît bien ces questions. Gaspard Ganzer, candidat à la mairie de Paris, est l'invité surprise de ces municipales parisiennes. Après avoir renoncé en 2017 à une circonscription d'Ille-et-Vilaine, il se lance à Paris avec son mouvement Parisienne-Parisien. En mal dans les sondages, le candidat a organisé une soirée insolite pour se faire connaître, lui et son parti. Pause boisson et musique dans la course à la mairie de Paris. En parallèle de la lutte entre Cédric Villani et Benjamin Griveaux, Gaspard Ganzer organisait le 16 octobre une soirée au Globo, boîte du 10e arrondissement. Le candidat et créateur du mouvement Parisienne-Parisien a préparé une soirée originale. Loin des meetings habituels, le candidat a retrouvé ses militants autour de bière, dans une ambiance festive et inédite. Une nouvelle manière d'appréhender les élections, comme il nous l'explique. En fait, je pense que les gens en ont marre des réunions publiques classiques, des meetings, des discours interminables. Ils ont envie de faire de la politique autrement. Et donc, avec l'équipe, on a réfléchi à une autre forme. On s'est dit qu'avant que la campagne commence vraiment, c'était pas mal de se retrouver autour d'un verre pour faire connaissance et discuter de Paris de façon plus conviviale. Un esprit de campagne affiché et revendiqué. Si l'ambiance était à la fête, au Globo, les esprits étaient surtout tournés vers la mairie de Paris. Tracts et discours encourageants, les militants étaient eux aussi parés pour les élections de mars. On vient de rentrer en campagne il y a quelques semaines et quelques mois. Donc voilà, c'est une manière un peu informelle, un peu plus cool d'appréhender les mois qui vont arriver avec les adversaires, etc. Malgré un sourire affiché, le candidat reste cependant bas dans les sondages. Crédité à 1%, l'ancien conseiller en communication de François Hollande ne se laisse pas décourager. Les sondages sont pas bons pour l'instant, donc ça doit être une injonction à travailler encore plus. Mais je crois que la vérité de l'élection, elle se jouera en février, en mars. C'est là que les gens pourront comparer les projets, comparer les programmes. Et à ce moment-là, j'espère que tout le travail qu'on a accompli jusqu'à présent permettra de voir qu'il y a le meilleur projet et qu'il y a le meilleur programme. Et nous, on fait tout pour avoir le meilleur projet, le meilleur programme. Qu'importe les chiffres, la bataille ne semble que commencer pour Gaspard Ganzer et son équipe, prêts à montrer que Paris est bel et bien une fête. 500 personnes au total ont participé à la soirée au Globo, une participation encourageante pour le candidat à l'approche des futurs sondages. À voir si les chiffres seront meilleurs pour Gaspard Ganzer. Bonjour Pierre Coquet. Bonjour. Vous étiez notre journaliste sur place. Gaspard Ganzer est à 1% dans les sondages, vous l'avez dit. Est-ce que cette soirée pour se faire connaître est un aveu de faiblesse ? Un aveu de faiblesse, je ne sais pas. En fait, je pense que cette soirée, c'était vraiment pour tenter de se faire connaître et de se démarquer vraiment, en fait. Gaspard Ganzer, que ce soit dans sa communication sur les réseaux sociaux ou même sa communication personnelle, c'est quelqu'un qui entreprend et qui tente de nouvelles choses. Et une soirée comme ça, vraiment festive, c'est-à-dire qu'il y avait DJ, bière, etc. Je pense que c'est vraiment une nouvelle façon d'appréhender les municipales. Il sait qu'on est dans une ère qui évolue, que ce soit en termes de politique, de communication, etc. Je pense qu'il a voulu donner une nouvelle image de la politique.
Donc voilà. En tout cas, vous avez l'air déjà convaincu par les bières. Pourquoi ne trouve-t-il pas son bonheur dans les idées du PS, des Verts ou des macronistes, Gaspard Ganzer ? Ce qu'il faut savoir, Gaspard Ganzer, avant d'être un homme politique, c'est un Parisien. Il nous l'a dit, il nous l'a répété. C'est un Parisien, il s'est toujours senti proche de cette ville. Et quand en 2017, on lui a proposé d'être aux législatives dans la 2e circonscription d'Ille-et-Vilaine, au début, il a accepté, comme il le dit dans son livre La politique est un sport de combat, puis il a refusé, sachant qu'il n'était pas connu sur place, que ça allait être très compliqué pour lui. Et après avoir lancé sa boîte de communication qui s'appelle 2017, il a décidé de créer son parti et vraiment de s'imposer vraiment. Même s'il était dans la famille PS sous François Hollande, il est fidèle à François Hollande, il ne se reconnaît plus dans les têtes d'affiche actuelles. Et pour La République En Marche, il a déjà refusé et je pense que son mouvement, c'était vraiment une volonté de s'exprimer sur Paris et uniquement sur la capitale. D'accord, mais pour l'instant, donc, il est encore à la traîne. Est-ce qu'il est prêt à mener une vraie campagne pour la mairie de Paris ? Même s'il nous disait que finalement il voulait faire de la politique autrement, il commence finalement à faire de la politique classique, c'est-à-dire du tractage, d'aller voir les gens. On l'a vu, on a vu surtout ces militants à Ménilmontant ou à Porte de Vincennes récemment qui ont distribué des tracts et comme ils l'ont affiché sur les réseaux sociaux. Mais on le retrouve aussi de plus en plus sur les matinales. Il était mardi sur Europe 1, il présentait son programme, etc. Et notamment de nouvelles mesures, que ce soit au niveau du logement, sur les transports. Il propose une réflexion collective, etc. Après, je pense que même s'il a voulu se démarquer avec cette soirée, il est obligé de rester dans quelque chose de très encadré en termes de campagne. Merci Pierre Coquet. Merci à vous. Après la bataille de la mairie de Paris, imaginons un petit moment de paix dans ce magazine avec Curtis Mayfield, We Got to Have Peace. Samira Chabi, vous êtes à côté de moi, vous allez nous présenter la seconde partie de ce magazine, donc qu'est-ce que vous allez nous raconter ?